Nous continuons de parler de l'Angola. Donc, on évoquait la démission de la fille de l'ancien président, Isabel Dos Santos, du conseil d'administration de la compagnie de téléphonie mobile qu'elle a contribué à créer. Donc, Firmin Teco, le problème, donc, pour vous, c'est la symbolique, c'est le fait de s'en prendre à l'entourage de son prédécesseur? Oui, moi, c'est ce que je trouve un peu gênant. Et si le nid de la corruption était là-bas? Même si ça en était... Si ça en était le cas, moi je dis qu'il faut assez de méthodes. Vous savez, Samuel, c'est bien. Il y a les principes, bien sûr, mais les réalités ne sont pas les mêmes. La manière dont on va lutter contre la corruption en Europe ou en Occident, ça ne sera pas la même en Afrique. Parce qu'il y a un problème, tout d'abord, qui est cuisant ici en Afrique. Les dirigeants qui arrivent au pouvoir ne veulent pas partir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter des comportements qui pourraient les encourager à quitter le pouvoir. Regardez par exemple, si José Eduardo Santos savait que c'est comme ça on allait traîner sa famille dans la boue, je ne pense pas qu'il puisse à un moment donné manifester dans le passé la volonté de quitter le pouvoir. C'est parce qu'il se dit, mais il avait confiance et il ne savait pas qu'il pouvait être trahi, entre guillemets, à ce niveau, comme cela. Donc le problème, moi je voudrais que, bien sûr, on a mis en place une commission. Bien sûr, il y a le droit, mais il y a aussi les hommes. Il y a aussi l'intérêt de ces décisions qu'on prend, la portée. Où est-ce qu'on ira avec ces décisions? Quelle portée aura-t-on avec ces décisions-là? Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est la même chose que je souhaite au Togo aussi. C'est-à-dire que cette commission-là ait une certaine méthode beaucoup plus solide, une méthode beaucoup plus raffinée. C'est-à-dire ceux-là, les plus corrompus, ceux-là qui sont supposés avoir détourné des milliards, qu'on les appelle, qu'on discute avec eux et que le débat soit franc. S'ils ont de l'argent dans certains comptes, qu'ils dévoient cela et que peut-être certaines de ces sommes soient rapatriées au pays et que ça aille dans le trésor public. C'est comme ça. Mais si on veut dire, on veut appliquer la loi, on veut appliquer la loi, ceux-là qui sont dans des pays compliqués et qui durent au pouvoir ne vont jamais accepter quitter le pouvoir. Si cela arrive aujourd'hui à José Dos Santos, si moi je suis président en Côte d'Ivoire, moi je ne vais jamais accepter que cela m'arrive à l'avenir. Moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait assez de méthodes. Regardez, il y a aussi un souci. Mais c'est un camp qui l'a fait ou c'est un système qui l'a fait. Le mouvement populaire de la libération de l'Angola, c'est leur parti. Aujourd'hui, il y a assez de mécontents dans ce parti-là. Parce que ce qu'il est en train de faire, s'il ne fait pas attention, il va fragiliser le parti. Tous ceux-là qui composent le parti, qui sont en quelque sorte les plus corrompus, parce que ce sont eux qui ont dirigé le pays pendant 37 ans, donc ils sont les plus corrompus, vont se fâcher contre lui. Donc, et ça va le fragiliser s'il ne fait pas attention. Il va le fragiliser. Si après 3 ans, il croit avoir maîtrisé le pays, moi je dis, il se trompe. Même s'il a été ministre de la Défense, il ne maîtrise pas tout le pays. C'est un système. Il n'est qu'un individu dans le système. S'il continue comme ça et s'il fait assez de mécontents dans son entourage, je pense qu'il risque gros. Et il sera même difficile de briguer un second mandat. Alors, l'autre chose, j'ai vu Firmin s'inquiéter du fait que tout cela peut amener les dirigeants au pouvoir, ne pas vouloir quitter. Mais l'autre chose, c'est de leur demander aussi de ne pas trop verser dans la corruption, de ne pas mettre leur... Voyez ce que fait le fils d'Ibeka. Voyez ce que fait aussi le fils du Guinéen Alpha Condé. Voyez ce que font les fils de ces chefs d'État-là. Tout ce qu'on demande, c'est que la gestion soit saine. En fait, ça fait mal. C'est tout ce que tu viens d'étaler, ça fait mal. Effectivement, ça fait mal. Seulement, ce que nous disons, au fait, nous sommes dans un pays. Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Nous voyons ce qui se passe en France. Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis. Mais nous devons savoir combien de temps ils sont arrivés là-bas. C'est ça la question que nous devons nous poser. Si nous devons prendre le train et à ce niveau, nous allons faire du mal et nous n'allons pas permettre, même à ces enfants-là vont venir briguer au-delà de ce qu'ils font comme corruption, au-delà de ce qu'ils volent comme l'argent du pays, ils vont vouloir briguer le mandat et continuer dans ce système-là. C'est aujourd'hui, tout ce que nous disons, c'est de permettre à ce que, en Afrique, que l'alternance devienne quelque chose où personne ne veut grincer les dents. Donc, vous avez fait tel nombre d'années au pouvoir, quel que soit ce que vous avez fait, on vous laisse tranquille.
Ah, tout à fait. Pas qu'on vous laisse Moi, je tranquille. vais te rassurer. Hein. Ce que je vous dis... On ne peut pas mettre quelqu'un au pouvoir. Attendez, ce que nous disons, et Oui. il faut que cela soit très clair pour les gens et c'est suffisamment grave. Oui. Le pays nous appartient à nous tous. Le président, c'est le premier employeur. C'est le serviteur de tout le monde. Il est là pour servir notre cause. Et il se sert de notre bien pour lui, pour ses enfants, parce que je ne sais pas quoi. Peut-être eux, ils ont la tête des anges. Et après, vous voulez que, bon, comme il faut les amadouer, comme on ne doit pas les bousculer, sinon ils ne vont pas partir, on ne doit pas trop les déranger. Mais, Samuel, je risque de te poser une question. Non, ce n'est pas l'argument que nous défendons. Non, c'est pas ce que nous défendons. La question retourne. Si en Afrique, nous avons des présidents qui savent que après la présidence, c'est le règlement qui les attend, voulez-vous qu'ils quittent malgré ça? Non, qui font fi de ça et disent bon, quand même, je sais que je vais quitter. C'est simplement qu'ils gèrent bien. Tout à fait. C'est pour cela que nous devons créer. Aujourd'hui, je dis, le passé, c'est déjà là. On voit ce qui est déjà passé. C'est de pouvoir faire en sorte aujourd'hui qu'on change de débat. C'est des milliards. Qu'on change de débat. Qu'on change de débat, que le débat ne soit pas à la vengeance, que le débat soit constructif, qui permette quand même aux voleurs d'hier de pouvoir aller à la repentance. Aujourd'hui, non, de toute façon, l'argent, c'est ce que Filmet vient de dire. L'argent, on ne met pas ça dans la bouche comme ça pour manger. Je dis, si aujourd'hui... Vous avez vu, elle a laissé beaucoup au Portugal et comme vous le rappelez, c'est pas demain la veille que ça va revenir. Et d'ailleurs... Il y a l'argent de Sani Abacha qui dort en Angleterre, ils ne veulent pas rendre. Ils vont jamais rendre. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Ils nous poussent. Quand nous tombons dans le système, eux, ils bloquent là-bas pour gérer leur pays. Moi, je l'appelle le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que l'argent qui a été gelé, renvoyé au pays. Vous pensez que c'est pour l'État angolais? Renvoyez ça à l'État angolais. Mais vous tournez là-dessus, c'est aussi le blanchiment d'argent. Vous ne pensez pas que les Angolais applaudissent plutôt ce qui est en train d'être fait? Oui, ils sont en train d'applaudir. Oui, au fait, c'est l'émotion. Aveuglement. C'est l'émotion, sauf que c'est l'émotion, c'est le temps. Ça plaît, bien sûr, mais de façon beaucoup plus approfondie et pragmatique. On sait qu'il n'ira pas loin. Et ça fragilise institutionnellement le continent africain. Il sait ce qu'il fait. Hein. Oui, non, bien sûr. Vous ne pouvez pas rappeler qu'il fait partie du système. Il est ancien ministre de la Défense. Et donc, il a des appuis solides pour faire ce qu'il fait. Non, il sait ce qu'il fait. Mais moi, je trouve que il règle des comptes. Il va être applaudi parce que c'est ce que le peuple attend. C'est comme dans tous les pays, c'est l'émotion. Mais moi, je voudrais bien sûr qu'on construise quelque chose de façon institutionnelle. C'est ce pourquoi moi, je me bats. Moi, je ne voudrais pas qu'on verse dans l'émotion, mais je voudrais qu'on construise, c'est-à-dire qu'il y ait des mécanismes forts. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les chefs d'État ne peuvent pas venir et puis on va les laisser voler, prendre de l'argent, mais l'argent qui revient au peuple en réalité. Non, mais ce que je voudrais, c'est quoi? C'est qu'on arrive à asseoir des mécanismes qui vraiment solides, que quand vous venez au pouvoir, il vous sera difficile de sortir même un seul franc. Regardez, les Français l'ont fait de façon extraordinaire. Vous savez, pendant longtemps, il y a eu une opacité. Il y a eu une opacité sur la gestion des comptes de l'Élysée. C'est-à-dire, on verse des milliards d'euros au palais de l'Élysée. Le président de la République, il est le seul qui gère ce compte-là. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il détourne comme il veut, il en fait ce qu'il veut. La commission des finances du Parlement français a toujours demandé des comptes. Mais le président français ou le chef d'État qui vient a toujours gardé un mutisme sur ça, une certaine opacité. Comment on appelle ça? C'est un détournement déguisé en réalité. Mais on a institutionnalisé cela. On a institutionnalisé la corruption. On vole, on détourne l'argent. On ne sait pas à quoi cet argent sert depuis Valéry Giscard d'Estaing à Mitterrand, à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Personne, aucun député français, aucun journaliste français ne peut vous donner exactement combien sont versés au palais de l'Élysée ou sur les comptes de l'Élysée chaque année. Personne. C'est de l'opacité, c'est de la corruption déguisée. Donc,
à ce niveau, ils ont réussi à mettre en place un mécanisme fort. C'est-à-dire le président vole, mais il ne met pas directement sa main dans les caisses de l'État, dans le trésor public. Donc c'est ce que moi je souhaiterais, qu'il y ait des mécanismes forts qui permettent au chef de l'État d'avoir de l'argent, et quand il voit beaucoup d'argent comme ça... Ils ont ce genre de choses ici. Hein, chaque palais présidentiel a sa caisse noire. Parce que quand le président, pour un certain nombre de besoins et surtout pour des questions de sécurité et tout, il ne va pas chaque temps s'adresser au Parlement pour que tel budget soit voté. Oui. Mais vous voyez, là où ça devient très ahurissant, c'est qu'on les a élus et eux, ils imposent leurs enfants. Isabelle Dos Santos, dont nous parlons, dit qu'elle a 25% au niveau du Unitel. Elle était la directrice de Sonangol, la compagnie pétrolière. On ne va pas me dire qu'elle est la seule tête bien faite en Angola. Philomeno était au fonds souverain. Chizé était dans quoi, je ne sais plus. Ça, c'est la famille Dos Santos. Oui, l'Angola n'est pas leur propriété. Comme l'Afrique, le Togo, c'est pas moi, le Bénin, quel pays, n'est pas la propriété de ceux qu'ils dirigent. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est là où vous allez me rejoindre. Quand je parle de principes forts, de mécanismes forts. Quand il y a des principes forts, quand par exemple, on a besoin de quelqu'un d'une tête dans une institution pareille, dans une institution X ou Y, ou dans une société X ou Y, on lance un concours, le plus méritant, il gagne, il est assis. Donc on ne peut pas le prendre pour des considérations familiales ou pour des considérations partisanes. C'est ce que je souhaiterais. Donc c'est-à-dire, c'est parce qu'il n'y a pas de principe fort, c'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme bien assez solide qu'il y a de ces choses-là. Mais réussissons à construire des mécanismes forts. C'est à cela. Mais pour le moment, du moment où nous sommes déjà dedans, comme on le dit traditionnellement chez nous, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une méthode beaucoup plus douce pour pouvoir rassurer ceux-là qui sont au pouvoir quelque part et qui ne voudraient pas partir ou qui manifestent déjà le désir de ne pas quitter le pouvoir. Le cas de Isabelle Dos Santos, on oublie, peut-être on peut accuser le pouvoir de manipulation politique, mais en même temps, vous vous rappelez qu'il y a eu ces investigations, ce qu'on appelait les Luanda Leaks, un consortium de journalistes d'investigation qui ont fait un travail très fouillé et qui ont réussi à démontrer, documents à l'appui, que cette dame a siphonné les caisses de l'État. Vous savez, quand moi j'entends parler de ces investigations, et comme ce qui s'est passé au niveau de la RDC, je crois, et avec Vital Kamere, quand on sort et qu'on dit que les journalistes sont sortis de l'enquête, vous savez qui les renseigne, ces journalistes? Qui les renseigne? Donc, n'allons pas n'allons pas à ce débat, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'argent que ce soit la fille ou des garçons de l'ex-président viendrait forcément des caisses de l'État. C'est la corruption, c'est l'argent détourné, et à moins qu'il y a la présomption d'innocence, hein. Mais aujourd'hui, ce que moi je dis, c'est la finalité, et c'est le contexte africain. C'est ce qu'on peut faire pour que aujourd'hui, que les gens ne pensent pas que quand je laisse le pouvoir, ou bien que je ne donne pas que je ne donne pas le pouvoir à un Koulibaly Gon qui peut décéder à l'approche de l'élection que je reprenne. C'est dit qu'il faut d'autres mesures au-delà de ce que nous voyons. Ce qui nous pousse en Afrique, hein, c'est ce que nous voyons en Occident, que ce soit aux États-Unis, en France, etc. Filmer vient de démontrer l'opacité qui est autour des finances de l'Élysée. Mais ce qui nous pousse aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans ces pays-là. Nous ne voyons pas la distance parcourue avant d'arriver là. Nous devons parcourir une distance. Ce n'est pas figé, c'est en perpétuel, c'est dynamique. Nous ne devons pas dire aujourd'hui que nous allons lutter contre la corruption comme la France aujourd'hui, contre les États-Unis comme les États-Unis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas arriver là. Parce que si nous devons arriver, Samuel, je vous dis qu'aujourd'hui nous violons les feux rouges. En France, vous ne pouvez pas, même s'il n'y a personne, vous ne pouvez pas facilement violer les feux rouges. Je vous dis, et même les petites entreprises, ce qu'ils déclarent, ce n'est pas ça. En France, vous ne pouvez pas faire ça. La corruption, ce n'est pas seulement au sommet de l'État. Oui. En Afrique, pour lutter contre la corruption, si on doit lutter contre la corruption, comme nous voulons au niveau de la population basse,
personne n'est épargné. Le taximan qui n'arrive pas à payer le trimestre, il est dedans. Vous savez dit qu'il y a tout. Donc, si vous allez au fond, vous allez voir que l'Afrique a sa réalité. On doit avoir une autre méthode de lutte contre la corruption qui ne peut pas être forcément la même méthode qu'on utilise en Occident. Samuel, je voudrais vous dire ceci. Vous savez, moi, je n'encourage pas le népotisme. Je n'encourage pas le népotisme. Mais je ne suis pas contre le fait que les enfants des chefs d'État travaillent dans les institutions des pays. S'ils méritent. S'ils méritent, c'est ce que moi je dis. Donc le fait de brandir ça, de dire tel enfant de tel chef d'État travaille ici, travaille là, moi je ne voudrais pas que ça frise un peu la discrimination. Oui, donc si la personne... Sauf que les places où on les retrouve, c'est juste des postes où le papa a le pouvoir de nomination, le pouvoir discrétionnaire de nommer. Oui, oui. Et il ne nomme que ses enfants. Oui, parce que le papa sait que quand si c'est à des postes électifs, il sera difficile d'être élu. Le papa est intelligent et il est malin. Donc c'est parce que le papa aussi a une ambition et il veut placer ses enfants. C'est ce que moi je dénonce. Moi je dis simplement, les accords ce soir, enfants de chef d'État, s'ils veulent briguer la magistrature suprême, s'ils veulent briguer des postes importants, s'ils méritent, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour cela que je dis, il faut des mécanismes là. Et devant ces mécanismes là, quand vous méritez, on vous donne. Quand vous méritez, on vous donne. Au-delà de tout, mais laissons la discrimination de côté. Ce qu'on voit avec Isabelle, avec Philomeno, avec le fils d'Ibeka, tout ça sont des choses qu'on doit fortement dénoncer. Ça, ce sont des choses tellement graves. Ça, on doit les dénoncer avec véhémence. Parce que quand vous voyez ça dans des pays comme ça, où, regardez, Angola, 30% de chômeurs, le taux de pauvreté est tellement élevé, les gens ne trouvent pas à manger. Quand vous voyez, même dans certaines localités, il n'y a même pas d'eau. Alors c'est un pays pétrolier. Et devant ça, une seule personne détourne 5 milliards de dollars. Ça frustre. Il y a des frustrations, il y a de l'aigreur qui naît. Et ce n'est pas une bonne chose. Sur ce point-là, je suis contre. Mais je voudrais juste qu'il y ait assez de méthodes. Il ne faut pas employer la méthode forte. Si on veut employer la méthode forte, ces chefs d'État, ceux-là qui sont partis, vont regretter le fait d'être partis. Et ceux-là qui doivent quitter se disent, moi je ne quitte pas, je suis là, j'y suis, et donc je reste. N'oubliez pas que c'est après son départ que Nicolas Sarkozy a été un peu traîné dans la boue. C'est pas en Afrique qu'ils seront les premiers. Deuxième sujet, le Mali. On aura donc une dizaine de minutes pour parler du Mali. Human Rights Watch a dénoncé mercredi un usage excessif de la force en juillet à Bamako contre des manifestants réclamant le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les tirs des forces de sécurité ayant tué au moins 14 personnes. L'ONG demande aussi aux dirigeants de l'opposition de dissuader leurs partisans de se livrer à de nouvelles violences. Dans un communiqué publié tout récemment, donc Human Rights Watch a fait ces dénonciations. Human Rights Watch, Georges Hérault, coupe bien la poire en deux. On accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré sur les manifestants, mais on demande aussi à l'opposition de dissuader ces manifestants de se livrer à des violences. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. C'est comme si on cherche toujours à peindre les forces de sécurité comme les petits diables, et que les manifestants eux, seraient des anges très innocents qui manifesteraient sur qui on a tiré comme ça. C'est assez louable, assez courageux de dénoncer au niveau du camp des forces de l'ordre les désordres qui se font et en même temps parler de ce qui se fait au niveau des manifestants. On est sans savoir que quand on parle de manifestation, et d'habitude, il y a toujours des dépendants et des débordements qui se font à ce niveau. Et aujourd'hui, vous savez, au-delà des dénonciations, les manifestations au niveau du Mali, étant donné que l'objectif aujourd'hui est la démission de Ibeka, ça va forcément être réprimé. Parce que les forces de l'ordre ne vont pas vouloir, parce que quand ça tombe, c'est encore sur leur tête. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, c'est un pays qui n'est pas stable sur le plan sécuritaire. Et on ne peut pas permettre aujourd'hui de tomber sur... dans ce jeu de démission du chef de l'État et de donner
peut-être la force aux manifestations, on ne sait pas qui. D'ailleurs, dans ces rangs, les terroristes, que ce soit les terroristes, les djihadistes, peuvent rentrer facilement pour commettre des bévues. Donc aujourd'hui, quand ils vont vouloir franchir certains niveaux, les manifestations vont être forcément reprimées. Et je suis désolé qu'ils arrivent là, parce que moi, je pense que de toute façon, le dialogue doit être privilégié. Dialoguer. On ne va pas dialoguer parce qu'il faut dialoguer, mais il faut dialoguer d'une manière rationnelle, dialoguer pour trouver des solutions durables, dialoguer pour trouver un terrain d'entente pour que ce pays finalement puisse renouer, parce que vous savez, nous sommes dans une période de crise sanitaire et que finalement qu'il puisse renouer avec le développement qui a été amorcé par le président au pouvoir Ibeka. Mais au-delà de ça, je voudrais aussi que vous savez, la CEDEAO, moi j'ai comme l'impression que la CEDEAO, il est là, il donne des mesures, il prennent des comment on l'appelle, des résolutions qui ne sont pas, même si ce n'est pas respecté, ils n'ont pas d'autres pouvoirs, d'autres mesures pour contraindre les gens à pouvoir respecter c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Ce que dit Human Rights Watch, c'est qu'il y a un usage excessif de la force pour réprimer. Et ça, c'est arrivé à la 3e manifestation, alors qu'au départ, première, deuxième manifestation, on n'a pas senti les forces de l'ordre dans une logique de répression. C'est que quelque chose est en train de changer du côté du pouvoir. Oui, c'est simplement que le pouvoir veut mettre fin à une certaine situation. Le pouvoir est en train d'être dépassé. Parce que le pouvoir se dit, c'est comme je ne suis pas écouté. Au départ, je veux un esprit de dialogue, un esprit tolérant, manifesté. Mais quand le pouvoir se voit qu'il n'est pas en train d'être écouté et qu'il y a de l'exagération, le pouvoir se dit donc il faut utiliser la méthode forte. Je pense que ça arrive dans tous les gouvernements, dans tous les États, ça arrive. Donc s'il continue, cette répression c'est quoi? C'est pour dissuader au fait. C'est pour dire, donc quand vous êtes à la maison, ou vous voyez qu'on est en train de tirer sur des gens, même pas à balles blanches, on lance des gaz lacrymogènes, et qu'il y a des blessés, et qui peut-être éventuellement des morts, vous n'allez plus avoir le courage de sortir aux prochaines manifestations. Donc le premier intérêt est beaucoup plus dissuasif. Donc c'est pour ça que le pouvoir est dans cette dynamique-là. Mais vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne souvent. Je pense que les opposants en Afrique, ils se réjouissent souvent de ces condamnations. Quand des organisations internationales se lèvent pour dire qu'il y a usage excessif au niveau des forces de l'ordre, on se dit oui, bien sûr, le pouvoir qui est en place est condamné. Mais je pense qu'on a toujours fait ça, on a toujours eu de telles réactions, mais ça n'a pratiquement rien changé. Quand vous parcourez toute l'histoire, ces réactions ne changent pratiquement rien. Parce qu'on remarque que même ceux-là qui sont opposants et qui se réjouissent, qui se félicitent de ces sorties d'institutions internationales, quand ils arrivent au pouvoir, ils font pire. Ils font pire. Quand vous voyez Talon, quand vous voyez Macky Sall, quand vous voyez Alpha Condé qui a écrit les meilleurs livres de droit. Alpha Condé qui a écrit les meilleurs livres sur la démocratie. Mais quand il s'agit de manifester, vous voyez comment on réprime. Donc, en fait, au-delà de tout, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. On peut se contenter de ces sorties internationales, mais au fond, le fond ne change pratiquement pas. Vous voyez, ce n'est pas que je fais l'apologie de la répression, mais j'ai l'impression que tous les États au monde utilisent la même méthode. Vous avez une fois suivi une manifestation de gilets jaunes en France. Vous voyez comment c'est réprimé. Il y a même des journalistes qui ont fait le témoignage que des policiers, les gendarmes, les avaient visés particulièrement. Il y a des journalistes qui ont été blessés. Sur une manifestation, par exemple, il y a eu plus de 200, dans une ville, il y a eu plus de 217 personnes blessées. Sur une manifestation comme ça, les policiers ont utilisé des armes qui ne sont pas conventionnellement admises lors de ces manifestations. Nous sommes en France, 5e pays du monde. Alors ici,
et Human Rights Watch est très clair là-dessus, c'est l'usage excessif de la force. Firmin m'a devancé en donnant les cas des Gilets jaunes. Il y a eu des manifestations sur plusieurs semaines. Et vous allez noter quelque chose, 0 mort. Mais en Afrique, il y a toujours 1 mort, 5 morts, 10 morts. Au Mali, on parle de 14 morts. C'est ça le problème. On a l'impression que nos forces de sécurité ne savent pas faire de l'encadrement sans en recourir à la force létale. Bon, conclure comme ça que c'est comme... On est obligé de conclure comme ça parce que... Mais vous savez... Les Gilets jaunes, on a vu la charge que les policiers ont mis. Je le rappelle, 0 mort. Vous savez, ce n'est pas, je ne peux jamais soutenir qu'on tue les concitoyens. Je ne soutiendrai jamais, je ne vais jamais soutenir. Mais il faut savoir dans quelles conditions les policiers français font l'encadrement et dans quelles conditions le policier et les policiers africains font leur encadrement. Les équipements que les Occidentaux, les policiers utilisent là-bas, ils ont plein d'équipements. Ils ont des équipements de maîtrise des récalcitrants. Au-delà de ça, nous n'avons pas. Peut-être après leur petit bâton, je ne pense pas. Au-delà de ça, il n'y a que le petit fusil qui est dans sa main. Non, ils ont des gaz lacrymogènes. Ils ont beaucoup de choses. Des camions à eau. Ils ont plein de choses aujourd'hui. Ils nous font des étalages d'équipements qui les acquièrent tout le temps. Je vous dis, est-ce qu'on est obligé d'aller encore une manifestation armée? C'est ces officiers supérieurs qui viennent encadrer nos forces de l'ordre, qui leur montrent comment on doit faire les encadrements. Et donc, moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font leur formation pour que de l'autre côté, ils ne tirent pas et ici continue. Je voudrais aussi ajouter comme le cas, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines manifestations, surtout en Afrique, ce n'est pas petite affaire. Aux États-Unis, vous n'avez pas vu aux États-Unis? Non, vous avez vu les Gilets jaunes? J'ai vu les Gilets jaunes. Et en Europe, il y a même parfois, lors de certains matchs, il y a des hooligans qui sont là pour la violence. C'est-à-dire, ils viennent, tout le monde sait que quand ils viennent au stade, c'est la violence. Mais on ne tue personne. Chez nous, parfois, vous avez des gens filmés, et c'est ce qui est ahurissant, qui n'ont rien à voir avec la manifestation, qui sont tués. Oui, non. À ce niveau, je pense que c'est une question de formation et de principe. Parce que quand, en France, peut-être on le dit, on doit avoir, quoi qu'il puisse se passer, le bilan qu'on doit avoir, 0 mort. Donc quand les gens grandissent avec ça... de dire ça. Oui, ils savent, les forces de l'ordre savent que je suis là pour encadrer, pas pour tuer. Non, je dis... La formation qu'on donne aux Occidentaux, c'est de ça que je parle. Non, c'est la formation. Et les conditions de formation. Et on les met dans les conditions. Les conditions, c'est ça aussi. C'est la formation, on leur dit, on doit avoir 0 mort. Donc, on les forme au fil des années comme cela. Et ils savent que quoi qu'il puisse se passer, ils ne tireront jamais à balles réelles. Ça, c'est sûr. Donc, et cela est ancré dans leur esprit. Or, ici, nous sommes de jeunes États. Nous avons toujours toute notre brutalité. Et peut-être la formation dont ont bénéficié les Occidentaux, nous aussi, on n'en a pas encore bénéficié. Donc ce n'est pas que j'encourage ce qui se fait en Afrique. Non. Quoi qu'il puisse se passer, sur toutes les manifestations, on doit avoir 0 mort. On peut encadrer n'importe comment, mais on doit avoir 0 mort. Comme malheureusement, dans les pays occidentaux. On va aller à la grande pause et on revient après pour les 2 derniers sujets.